Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur ces rencontres du contrôle de gestion édition 2025. Nous sommes en compagnie de François Ecal. François, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de FIPECO, acronyme pour Finances publiques et économie, fondé il y a bientôt une dizaine d'années, en 2016. On se pose cette question, François, comment réduire le déficit public de la France, avec quel impact sur les entreprises ? Et vous n'êtes pas très optimiste, il faut dire que de l'excédent au déficit qui n'en finit plus de se creuser, même lorsque la conjoncture s'améliore, on n'arrive pas finalement à faire baisser ce déficit. Où en est-on actuellement ? Non, le déficit aujourd'hui atteint un niveau très élevé, presque 6% du produit intérieur brut, et c'est le troisième par son importance dans l'Union européenne, derrière ceux de la Pologne et de la Roumanie, mais qui sont beaucoup moins endettés que nous. Oui. Et le problème, c'est que voilà, donc ça se traduit par une dette publique qui est très élevée aussi, à force d'accumuler des déficits, on a une dette publique très élevée, aussi la troisième. Derrière, il n'y a plus que l'Italie et la Grèce devant nous. Et le problème aujourd'hui, c'est que 100%, 113%. 113% du PIB. Et donc, pour simplement stabiliser cette dette publique en pourcentage du PIB, même pas la réduire, l'effort, il est colossal. Il est de l'ordre de 4 points de PIB, c'est 120 milliards d'euros, à un moment où, par ailleurs, il faudrait augmenter nos dépenses militaires, peut-être de 30 ou 45 milliards d'euros pour respecter la cible de l'OTAN. Et il faudrait aussi augmenter nos dépenses environnementales pour tenir nos engagements en matière d'émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est un effort gigantesque qu'il va falloir faire, qu'il faudrait plutôt essayer de faire en faisant des économies, mais je crains, si on est un peu réaliste, qu'il faille aussi augmenter les prélèvements obligatoires. Alors justement, économie, on n'y croit pas trop, ou hausse d'impôts, vous dirigez plutôt vers la deuxième solution, malgré ce qu'on nous dit, hausse d'impôts, alors plutôt sur les ménages ou sur les entreprises, Alors, François ? j'espère qu'on fera surtout des économies. Il y a matière à les faire. Techniquement, on peut les faire. Après, c'est une question de réalisme politique. Un plan de redressement qui ne comporterait pas un peu de hausse d'impôts, je crains on n'arrive pas à le faire passer. Donc, la question, c'est ménage ou entreprise. Dans l'idéal, il ne faudrait pas trop augmenter les prélèvements sur les entreprises parce qu'on a des problèmes de compétitivité, on a un déficit récurrent de nos échanges de biens et services depuis 15 et 20 ans. Ce n'est pas en augmentant ces prélèvements qu'on va résoudre ce problème. Après, il y a quand même quelques marges. Il y a probablement sur les allègements de cotisations patronales, sur les bas salaires, peut-être on peut les réduire un peu, le crédit d'impôt recherche, peut-être qu'on peut mieux le cibler, faire quelques économies. On parle toujours beaucoup des dépenses fiscales, par exemple des dépenses fiscales brunes. Mais ça c'est des réductions ou des exonérations d'assises sur les carburants en faveur de professions très comme compliqué, les agriculteurs, les taxis, poids lourds. Voilà, on a déjà essayé dans le passé, on n'est jamais allé très loin. Ou bien, alors, augmenter les impôts sur une large assiette, et là on pense à deux grands sujets, la TVA ou la CSG. Exactement. Je pense que si on augmente les prélèvements obligatoires, il faudrait plutôt que ce soit sur les ménages. Il faudra faire quelque chose sur les ménages les plus riches, c'est bien sûr. Et là, ça va concerner les entreprises aussi, à travers leurs actionnaires. Parce que les multimilliardaires, leur fortune, c'est surtout des actions de sociétés françaises. Par exemple ? Aujourd'hui, il y a la taxe Zuckman qui est dans l'actualité, qui va toucher spécifiquement justement ces multimilliardaires. Après, on peut penser, il y a d'autres solutions. On peut augmenter la flat tax, on peut jouer sur les droits de succession, les plus-values latentes. Mais techniquement, on peut penser à des tas de choses. Mais voilà, il y aura probablement un effort à faire du côté, disons, des plus riches. Mais après, il faudra en effet sans doute augmenter un impôt large assiette sur les ménages. Et là, il y en a deux, en effet, c'est la TVA et la CSG. Qu'en est-il de la TVA sociale ? On dit que c'est peut-être la solution. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, la TVA sociale, ça consiste à remplacer des cotisations patronales par de la TVA. Ça existe déjà. Il y a déjà 50 milliards de TVA affectés aux caisses de sécurité sociale en contrepartie d'allègements de cotisations patronales qui ont été faits dans le passé. Donc, il s'agirait d'aller plus loin. En soi, ça ne réduit pas le déficit. C'est juste un changement d'assiette pour des montants équivalents. Ça peut être intéressant du point de vue de la compétitivité des entreprises. Les économistes considèrent que c'est l'équivalent d'une dévaluation en termes de compétitivité. Mais une dévaluation, ça peut marcher, ça peut ne pas marcher. La France a fait l'expérience de dévaluation avant l'euro qui ne marchait pas très bien. Mais voilà, admettons que ça marche, que ça permette d'améliorer la compétitivité. Le problème, c'est que c'est contesté déjà. Parce que la TVA a une nature anti-redistributive, elle pèse plus lourdement sur les plus pauvres que sur les plus riches. Donc politiquement, ça va être
très contesté, et donc l'énergie qu'on va dépenser pour faire passer cette mesure, à mon avis, on ferait mieux de l'utiliser en fait, soit pour remonter vraiment les impôts, voilà, ou faire des économies sur les dépenses publiques et réduire le déficit, ce qui n'est pas le cas de la TVA sociale. Et une dernière solution, on en parle beaucoup, ça va être le thème de cet été, les retraites, bien évidemment. Là, ça permettrait effectivement l'allongement de la durée de travail. Et bien aussi de renflouer les caisses. Bien sûr. Alors pour moi, une des meilleures méthodes pour réduire le déficit public, c'est en effet de reculer l'âge de départ effectif à la retraite. On peut en discuter des moyens, c'est-à-dire est-ce qu'on fait ça en augmentant, relevant l'âge minimal ou en augmentant le nombre d'années de cotisation pour avoir le taux plein. Mais il faut avoir cet objectif, garder cet objectif, parce que si vous reculez l'âge de départ, vous augmentez la population active et à plus ou moins long terme, ça augmente l'emploi, l'activité économique, etc. Et donc, ça fait plus de recettes pour l'ensemble des administrations publiques. Donc, c'est un très bon moyen à la fois de réduire le déficit et de stimuler la croissance à long terme. Ah bah voilà, une des solutions, en tout cas si on ne fait rien, que se passe-t-il? 135% du PIB en 2020, on dépasserait l'Italie à une vitesse fulgurante, avec peut-être la sanction des marchés. Qui nous pendrait au nez. Il est probable que les marchés réagissent un jour quand même, en se disant la BCE sera peut-être pas toujours là pour intervenir et sauver la France. Merci François Eckel, je rappelle que vous êtes président de FIPECO, Finances Publiques et Économie, et à très bientôt sur ces rencontres du contrôle de gestion. Au revoir, merci.